fois complètement différente de ce que vous faites au niveau du travail, mais qui va vous parler un peu, puisque c'est la conduite automobile, et la plupart d'entre vous sont des conducteurs, donc ça vous appellera certaines choses. Alors j'espère que vous pourrez trouver certaines approches qu'on fait dans le domaine de la conduite automobile, transcrire dans votre programme. Alors l'objectif de cette présentation, c'est vous décrire la complexité de la tâche de conduite et des modèles de la fait de cette activité pour vous montrer comment on peut les utiliser pour mieux identifier les impacts et les conséquences des interruptions grâce à ces modèles. Et à la fin, je vous donnerai juste deux petits exemples de systèmes d'assistance qu'on a créés et qui gèrent, pour vous montrer comment on peut gérer des interruptions par des moyens technologiques. Alors je commence par faire un petit point de terminologie parce que autrement on risque d'avoir du mal à se comprendre. Et je pense qu'il est vraiment très important qu'on soit d'accord sur les termes que je vais employer, donc on les comprenne de la même façon. Donc nous on parle beaucoup de défauts d'attention, donc comme vous avez eu dans la présentation précédente, il y a les problèmes de vigilance, donc qui sont liés à la somnolence, donc ça je ne vous en parlerai pas. Il y a tout ce qui est inattention, pensée vagabonde. C'est vrai qu'en conduite, on en a beaucoup aussi, autant que dans le milieu professionnel. Donc ça, je ne vais pas vraiment vous en parler. On a des chercheurs qui travaillent dessus, mais ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Par contre, je vais vous parler de tous ces problèmes de distraction qui sont induits par une tâche secondaire. Ce qui est important aussi, c'est que en conduite automobile, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la tâche primaire. La tâche primaire, c'est conduire. Après tout, ce qui se rapporte à côté, c'est des tâches secondaires et c'est la distraction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est différent par rapport à ce que vous faites vous, c'est que nous, on n'a pas des priorités à mettre entre les tâches. Nous, la première tâche, c'est conduire et survivre. Voilà. Donc, on n'a pas à demander, on ne va jamais dire qu'il y a une tâche plus importante que de faire attention à sa conduite. Après, il y a aussi deux choses qui sont importantes, c'est qu'on a des tâches qui peuvent être sans lien avec la tâche de conduite, des tâches distractives, et d'autres qui peuvent être avec lien. Donc là, on a de la distraction qui est induite par la prise d'informations qu'on a avec un système d'aide, mais il apporte des informations qui sont nécessaires à réaliser la tâche primaire. Donc là, il y a un type de distraction qui est utile, et après, on peut avoir des distractions qui sont sans lien, par exemple le téléphone. Donc là, c'est sans lien, et là, il faut gérer et limiter l'impact que ça peut avoir sur la tâche primaire. Et il y a aussi une deuxième chose sur le point est très importante, c'est les modalités d'interaction. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modalités d'interaction qui sont, elles sont toutes cognitives, parce que globalement, quand on a une information, il faut qu'elle soit traitée cognitivement, mais on peut être soit auditif, soit visuel, soit visio-manuel. Et ça va avoir des impacts différents sur la tâche de conduite, qui est une tâche manuelle très importante. Et aussi, ce qui est important, c'est que souvent, les gens pensent, ben oui, c'est auditif, donc à partir du moment où c'est auditif, on peut dire ce qu'on veut au conducteur, puisqu'il peut continuer à conduire. Non, si c'est auditif et qu'il traite une information auditive, il donne de l'attention à cette information, donc il fera moins d'attention pour réaliser la tâche de conduite. Donc, toute tâche, toute mode d'interaction est important. Donc, en résumé, quand vous parlez d'interruption de tâche, moi je parlerai plus de distraction. Donc, il risque d'avoir dans cette présentation quelques distractions, de distraction. Donc, l'activité de conduite, c'est une activité de conduite qui est basée sur un ensemble de connaissances qui sont liées au contexte. C'est-à-dire que le conducteur a énormément de connaissances, il y a un apprentissage, il a fait des heures de conduite, il a appris beaucoup de choses, et il doit prendre ces connaissances et les appliquer dans le monde réel. Donc, il va chercher à prendre des informations, mais par contre, il ne peut pas en prendre énormément, donc il doit sélectionner les informations qu'il prend. Il va anticiper l'évolution de la situation, donc il y a une anticipation temporelle de ce qui se passe, et ils doivent prendre une décision sous contrainte temporelle forte, parce que quand on conduit, on n'a pas 10 minutes pour prendre une décision, si on doit tourner, si on doit laisser passer quelqu'un, donc on a un gros problème de contrainte temporelle. Et ce qui est très important, c'est que le conducteur ne raisonne pas sur la situation réelle, mais sur une représentation qui se fait de cette situation. Donc il va chercher dans le monde réel quels sont les éléments pertinents qui lui permettent de prendre des décisions. Et ça, c'est très important parce que ça explique beaucoup de cas d'erreur
où il n'a pas pris la bonne information parce que soit il n'avait pas les bonnes connaissances, il n'avait pas la bonne représentation, et ça c'est important. Donc il va chercher des informations, il les met en rapport avec ses connaissances propres, et puis en plus il va chercher des informations en fonction de la contrainte. Donc s'il a vraiment un problème, il va ralentir pour avoir plus de temps, pour pouvoir prendre plus d'informations si la situation est trop complexe. Donc là, je vais vous parler d'un modèle aussi très fondateur dans la conduite, qui est le modèle de Michon, qui a défini trois niveaux de tâches dans la conduite. Le niveau stratégique, qui correspond bien à tout ce qui est la gestion de l'itinéraire. Le niveau tactique, qui est la gestion de la situation en cours. Et le niveau opérationnel, qui est de gestion des actions qui sont de conduite elle-même, tout ce qui est moteur. Donc ce qui est important, c'est que ces trois types d'actions, normalement, ont un horizon temporel différent. C'est-à-dire qu'on a plus de temps pour gérer son itinéraire, on le fait normalement avant de partir. Le niveau tactique, on a quelques secondes pour prendre les décisions et faire les actions. Et par contre, au niveau opérationnel, on le fait très rapidement. Et donc là, je vais vous montrer comment on peut caler ce modèle, disons, comparer ce modèle à celui qui a été présenté précédemment, M. Rasmussen, qui est sur le niveau d'automatisation des tâches. C'est-à-dire qu'on a, comme vous l'avez vu dans la présentation précédente, tout ce qui est knowledge base, rule base, tout ce qui est base. Et donc, la plupart des gens, ils voient le modèle de Michon et de Rasmussen, on voit la bonne diagonale, c'est-à-dire en knowledge base, je gère mon itinéraire, en rule base, je gère le niveau tactique, et en skill, c'est tout ce qui est opérationnel. Donc ça, c'est un mode d'identification, mais ce qui est important, c'est que, comme on vous a expliqué, on optimise, mais on peut tout optimiser. Aussi, le niveau stratégique. C'est-à-dire que si on doit traverser la France, on va prendre le temps de réfléchir, on va avoir une belle carte et on va prendre des décisions et on va faire son itinéraire. Mais si c'est le trajet qu'on fait tous les jours pour venir au travail, on sait que si le feu il est rouge là ou si j'ai déjà un bouchon qui est à partir de là, dans ces cas-là, je peux prendre cette variante-là parce que j'ai moins de problèmes. Si ça commence à boucher à partir de ce carrefour-là, il vaut mieux que je prenne d'autres options. Ça, c'est du rule base, c'est-à-dire qu'on s'est fait une petite routine semi-automatisée qui, j'installe l'information, elle me dit que prends celui-là, c'est mieux. Et on peut être carrément en suivi-automatique. Combien de fois on s'est retrouvé dans sa voiture en disant je suis déjà là. Oui, on est déjà là, ça fait 10 minutes qu'on est sur la route et on est déjà arrivé au carrefour, alors parce qu'on a pensé à plein d'autres choses et on n'a vraiment mis aucune attention. Et là, on a tout fait au niveau opérationnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Alors ça nous fait une baisse de demande attentionnelle. Mais on peut avoir l'opposé, c'est-à-dire quelque chose qui normalement est complètement automatisé. On vous dit, maintenant vous allez conduire écologique. Donc pour faire de l'économe, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que tu passes les 1500 tours. Donc dès que tu arrives à demi-tour, il faut que tu passes à la vitesse supérieure. Mais ça, on est au niveau skill, roule. C'est-à-dire que, on s'est mis la règle. Il faut que je fasse ça. Et pendant quelques temps, on est en mode apprentissage jusqu'à ce que ça devienne automatique et ça redevienne au niveau skill. Mais pendant l'apprentissage, on est en roule. Et puis, si on a notre voiture qui malheureusement doit bientôt aller chez le garage et on sait que la boîte de vitesse, elle accroche quand on passe la troisième, là, on est presque en molette en disant oui, comment je vais me débrouiller pour passer un peu moins souvent la troisième parce que j'ai pas envie de avant d'arriver chez le garagiste. Donc là, on est carrément à un niveau très très demandant. Et pour le niveau tactique, pareil, un tour à gauche, on a un certain nombre de routines. Si on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, on va aller chercher des informations. Si on fait un tour à gauche, on va plutôt regarder les gens, s'il y a des gens sur le trottoir, la route qu'on va traverser après. Si on va tout droit, on regarde qu'en face. Et on ne va aller chercher que les informations qui sont pertinentes à notre tâche. Et pareil, si on est sur quelque chose qu'on connaît parfaitement, on fait une automatisation complète. Mais là, on arrive à voir, par exemple, que si on prend toujours la même infrastructure, avec le même objectif, c'est-à-dire que je tourne à droite là, s'il n'y a jamais personne, je tourne à gauche à cette infrastructure, s'il n'y a jamais personne qui arrive à la route à droite, elle va carrément disparaître de notre représentation. C'est-à-dire que pour nous, il n'y aura plus de route. Parce que ça fait 300 fois que je passe, je n'ai jamais vu personne. Ça m'est arrivé une fois, ils ont créé il y avait un terrain vague, ils ont mis
des maisons à la place. Le jour où il y a une voiture qui est sortie de sa fameuse route, ben, ça fait un choc. Parce que ça faisait 10 ans qu'il n'y avait jamais personne qui se passait. Donc elle avait disparu. Donc ce niveau d'automatisation, il est très bien, parce qu'il nous permet de faire plein de choses. Par contre, s'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, on ne sait plus le gérer. Il faut qu'on remobilise toutes nos connaissances pour gérer l'interruption. Donc cette automatisation, c'est très bien pour optimiser, mais par contre, c'est moins bien pour gérer les petits dysfonctionnements ou les événements qui sont pas connus. Donc, on avait fait un modèle qui reprenait les 3 niveaux de Michon, plus les niveaux d'urgence, et puis un module qui est contrôle et management. Donc là, maintenant, je vais vous décrire un peu plus précisément ce qu'on avait fait dans le module tactique. Donc là, c'est vraiment un module tactique très très simplifié, mais qui est basé sur la notion de représentation. Donc on a une représentation mentale de la situation au milieu, qui est bien dirigée par le module tactique, parce que si on vous dit de prendre une intersection en temps à gauche, vous n'irez pas chercher les informations au même moment. Donc vous savez que vous avez un lieu et un objectif. Donc c'est le module tactique et stratégique qui vous dit quel est votre objectif. Le module de perception qui va aller chercher des informations, donc là il y a 2 modes de recueil d'informations, qui est soit vous savez ce que vous cherchez, donc vous avez des stratégies d'exploration, vous avez toutes vos stratégies visuelles, donc on travaille beaucoup sur la modélisation des stratégies visuelles qui sont vraiment très... On a pas mal de littérature là-dessus. Et il y a aussi l'intégration cognitive, donc là c'est quand il y a quelque chose, un élément visuel qui vous fait remonter l'information. C'est pour ça qu'on met aux cyclistes des beaux gilets jaunes, là, très fluorescents, parce que là vous avez un contraste, quelque chose qui fait que l'information remonte et que vous n'avez pas besoin de la rechercher, elle remonte. Et on va chercher nos connaissances pour pouvoir élaborer nos stratégies de perception. Donc ça nous permet d'avoir une représentation des situations, et on a aussi un mécanisme d'anticipation qui va dériver temporellement de ce qui se passe. Donc il va dériver temporellement par rapport à la représentation qu'on a. Si la voiture qui est devant vous, ça fait 10 minutes que vous roulez à la même vitesse, dans votre représentation, elle roule à cette vitesse. Si vous regardez ailleurs pour vérifier un autre élément et que à ce moment-là, elle freine, dans votre anticipation, elle roulera toujours à la même vitesse. Et c'est quand vous reviendrez vers elle que vous verrez qu'elle n'est pas du tout là où vous pensez qu'elle devait être. Parce qu'elle a freiné entre-temps. Et là, c'est d'autres mécanismes qui vont dire urgence, parce que j'ai un décalage entre la représentation mentale de la situation et la situation réelle. Et pour pouvoir avoir ce décalage, pour le voir, il faut que vous soyez dans l'axe. Il faut que quelque part, vous remontiez l'information. Tous ces processus marchent en parallèle. Et donc après, on envoie la décision au module opérationnel. Donc, et puis, donc, il y a un module ressources, contrôle de ressources, qui va dire, bah, vous avez plus de ressources à l'anticipation, parce que vous savez que c'est complexe, il faut prévoir 3 situations, donc vous avez plus de ressources là, ou alors plus à la stratégie visuelle, parce que vous avez identifié que là, la personne qui roule, elle a des zigzags, elle doit être en train de téléphoner, donc je vais plus regarder ça comme ça. Il y a tout ce module de ressources qui va dire, là, pour mieux allouer des ressources. Donc quand on fait la distraction, comme je l'ai parlé au départ, distraction visuelle, c'est plutôt tout ce qui est module de perception qui va être perturbé par cette ressource pendant que vous regardez votre système. Le module manuel, c'est plutôt l'opérationnel, c'est-à-dire que si on vous demande d'aller tripatouiller une interface et qu'il faut en même temps passer la vitesse, vous allez avoir un petit souci d'interférence entre les deux. Et la distraction cognitive, c'est au niveau des allocations de ressources à tous les différents processus cognitifs. Donc finalement, c'est surtout parce que si vous avez des distractions cognitives, vous n'avez pas un fonctionnement optimal. Donc comment nous, on s'est débrouillé pour essayer de limiter ces impacts? On a une approche qu'on fait depuis assez longtemps, qui est la conception de systèmes adaptatifs. C'est-à-dire qu'on essaye d'adapter les interactions entre les systèmes et l'humain en fonction du contexte de conduite et en fonction des actions de l'humain. C'est-à-dire qu'on arrête de penser qu'un système il va être bon partout, n'importe quand. Il va s'adapter à la situation. Donc pour ça, on utilise des modèles d'analyse temps réel, donc on monitor les conducteurs pour avoir des modèles et pour pouvoir avoir des indicateurs qui nous permettent de faire ces adaptations.
On fait donc une analyse et une caractérisation des situations de conduite, on développe ces fonctions de monitoring temps réel et on conçoit des systèmes qui gèrent les interactions machines en fonction de ces diagnostics. Donc là, je vais vous montrer rapidement deux exemples. Et comme je vous ai dit à la première diapo, il y a deux exemples. Un qui est sans relation avec la tâche de conduite. Donc là, c'est vraiment une interruption, une distraction qui interrompt la tâche de conduite, mais sans aucun accord. Mais vous pouvez aussi en avoir d'autres qui sont là pour aider le conducteur. Donc, c'est un peu ce qu'on disait avant, les interruptions, elles peuvent avoir un impact positif aussi. Donc le deuxième, ce sera une aide à la détection des usagers vulnérables. Donc, le premier qui était là pour limiter les flux d'informations qui sont donnés au conducteur de manière auditive pendant la conduite. Parce que il n'est pas vraiment intéressant de savoir que votre niveau d'essence est un peu bas, vous avez passé la limite, vous rentrez sur la réserve, c'est bien de savoir, mais pas forcément au milieu d'un rond-point. C'est-à-dire qu'on peut très bien attendre 10 secondes pour vous dire, et vous laisser gérer la situation qui est complexe, et vous donner l'information quand vous êtes en situation un peu moins complexe. Pour ça, on avait fait un module de diagnostic qui utilisait d'une part ce que faisait le conducteur, donc toutes ces actions, est-ce qu'il freine, est-ce qu'il accélère, toutes ces actions de conduite, et aussi un système basé sur des données cartographiques qui faisait une catégorisation de l'environnement d'un point de vue infrastructure. Et ce module donnait donc un diagnostic en 3 niveaux. Rouge, c'est pas la peine, l'interrompt du tout. Vert, pour recevoir des informations locales. Et orange, si c'est pas la peine de commencer un nouveau message, on peut peut-être attendre, si c'est pas urgent, il vaut mieux attendre. Et donc, on a fait ce module de diagnostic et on l'a implémenté dans un projet européen sur 3 véhicules, un en Espagne, un en Italie et aussi un camion en Suède. Et on a montré qu'il était assez robuste pour à peu près gérer 85% des situations. Après, il y avait un deuxième qui est le système de détection d'usagers vulnérables. Donc là, pareil, l'objectif, c'était on a un système à faire, on doit donner une information. Mais le problème, c'est que des usagers vulnérables, il y en a partout. Il faut donner l'information quand elle est vraiment pertinente. Et la deuxième chose, c'est il y a des fois, le conducteur l'a vu, donc ce qu'on va lui donner, c'est une confirmation. Et il y a des fois où il ne l'a pas vu, où là, il faut vraiment lui dire attention, il y a vraiment quelqu'un. Parce que s'il a vu la personne et qu'on est trop intrusif, on va avoir un rejet du système. Donc il faut trouver un bon compromis entre l'intensité de l'alarme et l'utilité pour le conducteur de cette alarme. Donc pour ça, on avait modélisé l'environnement, on avait modélisé les intentions du conducteur et on a fait une interface qui adaptait l'intensité et le mode et les informations en fonction de la situation. Donc là, je vous donne juste un exemple des interfaces. Donc en général, dans la conduite, on essaie d'avoir un maximum d'interfaces visuelles parce que dès qu'on commence à être dans l'auditif, on est très perturbant. C'est-à-dire que la personne, quand elle a un signal auditif, ça la stresse. Donc on ne réserve les signaux auditifs que pour les vraies urgences et pas pour juste les informations. Donc là, on avait pas mal de diodes qui nous disaient, par exemple, s'il y avait quelqu'un derrière, on avait une diode qui permettait au conducteur de dire attention, regarde cet écran-là, parce que c'est vrai qu'il y a des écrans, ces gens qui la regardent. Donc regarde cet écran, il y a quelqu'un derrière. Si la personne, l'information a été donnée juste comme ça, en visuel, s'il commençait à passer la marche arrière, là, on a d'abord de l'auditif. On lui dire non, non, on ne commence pas à reculer, il y a vraiment quelqu'un derrière toi. Donc voilà, quand je vous parle de type d'adaptation, on regarde vraiment ce que fait le conducteur, en fonction de ce qu'il fait, on lui donne l'information. Plus ou moins intrusive. Donc on avait pareil pour les remontées de fil, parce que c'est un problème qui est assez récurrent avec les camions, surtout que les camions ont tendance à se déporter pour pouvoir prendre un virage. Donc les cyclistes se disent chouette, il s'en va, non, non, ça ne va pas y revenir. Donc c'est important de donner l'information.
Et en zone d'avant aussi, parce que les camions ont un angle mort devant qui est extrêmement important. Et là, typiquement, la petite fille, il ne la verra pas parce qu'il ne voit pas le temps. Voilà. Donc finalement, pour résumer, hein, ce qu'on fait nous au LESCO, c'est qu'on fait une analyse des situations naturelles pour vraiment analyser les besoins et voir quelles sont les vraies situations qu'il faut assister. On crée des situations artificielles pour pouvoir investiguer plus profondément quels sont les processus cognitifs qui sont impliqués dans les problèmes, les situations critiques qu'on a trouvées, est-ce que c'est problèmes de détection, d'anticipation, de décision. Donc, on a des protocoles en situation artificielle un peu plus poussés et plus reproductifs qu'en situation naturelle. Donc, on fait des analyses de tous ces processus et on arrive à faire une modélisation conceptuelle de l'activité et de toutes les interruptions qu'on peut avoir pour pouvoir enfin proposer des solutions qui soient mieux en adéquation avec les besoins des conducteurs. Donc en conclusion, à chaque fois qu'on fait, quand on doit vraiment analyser, parce que nous, à chaque fois qu'on nous dit on fait un système, on se pose toujours la question quel est l'impact positif et quel est l'impact négatif sur la conduite. Donc, on commence par vraiment analyser, modéliser l'activité, on identifie les besoins, on identifie l'impact aussi, on peut modéliser les impacts, et après, une fois qu'on a bien caractérisé le type d'intervention qu'on fait, ben, on les met en œuvre, mais souvent accompagné d'un monitoring de l'activité pour que les solutions qu'on propose soient bien adaptées à la situation, parce que c'est quelque chose de quasiment général. On vous donne des informations, si vous les connaissez déjà, ça vous n'avez pas envie de prendre du temps à les lire. Si vous ne les connaissez pas, ça vous intéressera, mais peut-être que vous n'aurez pas le temps. Donc, il faut vraiment regarder ce que fait le conducteur. Si on lui donne une information, on doit savoir est-ce qu'il a le comportement adéquat avec la situation. S'il n'est pas adéquat, d'avoir est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pris l'information ou parce qu'il a... parce qu'il y a aussi plein d'autres problèmes qui sont aussi d'inhibition, parce que c'est très compliqué de faire comprendre à un conducteur qui a sa représentation mentale, qui pense qu'il est dans un type d'infrastructure, par exemple, il pense qu'il est dans une infrastructure où il n'y a pas de feu, et qu'il ne voit pas le feu, comment lui faire prendre conscience que non, là tu n'es pas dans le bon type d'infrastructure, tu n'as pas la bonne représentation, donc tu ne vas pas prendre la bonne décision, tu ne vas pas regarder la couleur du feu. Si tu es persuadé que là il n'y a pas de feu, tu ne vas pas prendre la bonne décision. On a vu des gens qui ont pris des intersections toute leur vie, ils partent 3 mois, ils reviennent, au bout de 3 mois on a mis un rond-point, ils ne voient pas le rond-point. Ils se retrouvent au milieu du rond-point. Pourquoi on vous met des grands panneaux, attention, modification en grand jaune, pour bien que vous voyez, pour vous rendre compte, attention, ce que vous saviez sur cet endroit-là n'est plus vrai. Et je connais des gens qui personnellement se retrouvaient au milieu du rond-point. À peu près à 15 km de chez eux, ça ils avaient venu toute la nuit, ils devaient rentrer chez eux. Et oui, le rond-point il était libre pendant le premier trimestre où ils étaient en études. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc on essaye, dans ces cas-là, de gérer, de créer des interruptions avec des gros panneaux jaunes, avec des feux orange qui clignotent pour vous dire attention, ce n'est plus un carrefour à rond-point, c'est un rond-point. Et ça, c'est quand on arrive dans cette partie d'optimisation complète, comme je vous expliquais au début, avec des itinéraires complètement automatisés, il faut vraiment là gérer des interruptions positives pour vous expliquer attention, vos connaissances doivent être remises à jour. Bon, après, elle a été remise à jour, elle a été remise au rond-point, elle n'a plus jamais pensé que c'était plus le rond-point. Elle a été remise à jour un petit peu violemment. Et souvent, les peurs qu'on se fait, ou les erreurs qu'on récupère, elles nous permettent de remettre à jour nos connaissances de certaines. Bon, j'espère que ça vous a